Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce premier podcast dédié à l'automobile. Alors je ne suis pas seul, je suis avec Nico, donc Salut l'équipe. pour ceux qui connaissent, Gats Auto Pro, spécialiste de l'achat-revente. Et pour ceux moi, qui ne me connaissent pas, si vous me voyez pour la première fois, je suis rentier automobile depuis 2 ans maintenant et je me suis lancé dans la location de voitures en particulier. Salut Nico. Salut, ça va? Bah, c'est la première fois qu'on se voit en plus. C'est vrai. On parle depuis des mois et maintenant on est là. Première fois qu'on se voit. Ouais, première fois. Là, On on raconte est, comment c'est connu, on raconte? bah, ouais, bien sûr. Il faut qu'on raconte Vas-y, comment c'est commence. connu. Alors moi, je vais t'expliquer l'anecdote. Tu vas voir. Je te suivais en fait déjà sur TikTok. Ouais. Et donc du coup, comme tu étais de Toulouse, donc je me suis dit, il fallait que je trouve un réseau en fait sur Comment t'as su bah, que j'étais sur Toulouse déjà? l'accent. Ouais. L'accent déjà, Un petit premièrement. Donc je savais que tu étais du sud, mais je sais pas d'où. Et quand je t'ai contacté, Ouais, on a donc vu à ce qu'on était moment-là, Toulouse. ouais, voilà, je lançais mon module d'accompagnement sur la location de voitures entre particuliers. Ouais, Et j'avais des personnes qui venaient toujours me poser des questions sur l'achat-revente. exactement. Donc je suivais des personnes qui faisaient de l'achat-revente, mais c'était toi qui m'a convaincu. Et tu as été aussi un des seuls, même voire le seul, qui m'a ouvert les portes. Donc très bon réseau. Et bah, il faut que tu te présentes. Il faut que tu te Bon, je présentes. vais me Ton présenter, les gars, j'ai pas le parcours. choix. Bon, les gars, moi je fais de l'achat-revente automobile depuis. En vrai, ça fait longtemps. En vrai, j'ai lancé ma société, moi, il y a à peu près 1 an ou 2, enfin même 2 ans. Mais à la base, dès que j'ai eu mon BSR vers 14-15 ans, j'ai commencé à faire de l'achat-revente avec des scooters. C'était pas mon métier, j'étais à l'école, tout ça, mais il fallait faire un petit peu d'argent, tu vois, un petit peu de business. Du coup, je voyais que ça marchait bien, etc. J'ai lancé pas mal de business dans ma vie, qui ont tous échoué. Mais bon, c'est comme ça, hein. J'ai fait du dropshipping, ça n'a pas marché. J'ai essayé de vendre des bijoux, ça n'a pas marché. J'ai fait une marque de vêtements, ça n'a pas marché. Du coup, je me suis dit, je vais faire ce que je sais faire, je vais faire de l'achat-revente avec des voitures. Ça marche bien. Et depuis 1 an et demi, j'ai fait un compte TikTok. On a pris pas mal d'abonnés. Là, aujourd'hui, on a 59 000 abonnés, je crois, sur TikTok. Ça commence à faire un petit peu de monde. Et où je présente comment faire de l'achat-revente automobile. Je donne des tips, je montre aux personnes comment faire, je donne des exemples de ce que je fais, etc. De toute façon, Aussi comme on simple dit que ça. dans le business, on peut échouer 30 fois. Il suffit qu'une fois ça marche, Ah, ça. ça fonctionnera toujours. Les trucs qui marchent, faut les faire. Ouais, exactement. Très beau parcours en tout cas. Et toi, Et raconte-nous un peu. alors, moi, c'est pareil, c'était le chaos. Alors, j'étais 5 ans dans le salariat. Je sortais d'un master RH, donc j'ai été assistant RH. Ouais. Et bon, tu connais hein, comment c'est le monde des ressources humaines, gestion des salariés, gestion d'équipe. Assez compliqué, surtout aujourd'hui. Tu as vu le marché du travail, comment il est en train d'être déréglé totalement. Ouais, c'est Tu as une compliqué. autre génération, Les elle est en jeunes, ils train veulent plus bosser. Ils veulent plus bosser, ils font des arrêts maladie. donc, donc tout ça, ça fait que, bon, il y a eu. Moi, je suis pareil, on est de la même génération, tu vois, donc j'ai 26 T'as ans. quel âge, toi, 26? Ouais, voilà, je pars sur mes 27. Et du coup, donc, ce qui a fait que, bah, même tout ça, j'avais un ras-le-bol un peu du Ouais. salariat. J'avais un ras-le-bol du salariat et il fallait que je sois libre. En fait, moi, ce que je voulais, je cherchais pas forcément la liberté financière. Mais la liberté tout court, pouvoir faire un peu ce que tu veux quand tu veux. Bah, par exemple, je vais te donner un exemple. Dans le salariat, je voulais partir en voyage une semaine, il fallait poser. Faut poser, il faut que ça soit accepté, il faut avoir les jours. Ouais, Il y a trop bah, de facteurs qui font que tu peux pas faire ce que tu veux quand tu es salarié, en bah, général. t'es là 6 mois à l'avance, faut commencer à Ouais. poser. T'es même pas sûr d'être accepté. Ouais. Donc, tu vois, c'est des choses qui font que il fallait que je trouve cette liberté-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, quand je finis mon contrat d'apprentissage et mes études. Ouais, parce que tu es en apprentissage, du coup. Ouais, exactement. Donc, j'ai fait, voilà, pour résumer rapidement, j'ai fait une année de cursus universitaire qui m'a pas plu. Ouais. L'université, 8h, 18h, venir, c'était pas pour moi. Donc, après, je suis allé en BTS. Donc là, j'ai commencé l'alternance, je suis rentré dans le marché du travail. Ça m'a plu, honnêtement, j'ai pris pas mal d'expérience, j'ai appris pas mal de choses. Et aujourd'hui, ce que je fais dans l'entrepreneuriat aussi, c'est l'expérience en fait du salariat hein, également. Mais t'as fait quoi, du coup, comme BTS, pour ceux qui veulent savoir? Alors moi, j'ai fait un BTS MUC. Ok. Alors aujourd'hui, J'ai ça fait a le même changé. MCO. Voilà, ça s'appelle MCO maintenant. Donc avant, c'était Management des unités commerciales. Ouais. J'ai fait ça en école de commerce. Et donc je l'ai obtenu, franchement, honnêtement, je l'ai obtenu avec Facile mais intéressant, ce BTS. voilà, c'était des matières pas mal, Ouais. des matières cohérentes, aussi des professeurs. Peut-être que j'ai un professeur qui va me regarder, qui va tomber sur cette vidéo-là.
Donc, et pour faire qui était pas mal. Donc après, je suis allé en licence marketing digital et enfin, j'ai fini avec un master RH. Et donc après, pour résumer tout ça, donc j'ai fini mes études 2022. Ouais. 2022, j'ai fini mes études et là, je suis parti dans l'entrepreneuriat directement. Donc, ce que je voulais faire, en fait, c'était ce que j'aime faire le plus, transmettre le savoir. Mais je savais pas de quelle façon. Donc au début, j'ai commencé avec tout. Je Ouais. suis formé en informatique, j'ai travaillé aussi en tant que freelance pour des organismes, etc. Parce que j'avais pas de clients au début. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent également se lancer dans l'entrepreneuriat. Le freelancing, c'est quelque chose de pas mal, mais peut-être ce sera un autre épisode par rapport à ça. Et depuis maintenant 2 ans, je me suis intéressé vraiment au monde automobile parce que j'aime beaucoup le monde automobile. Ouais. J'ai de la famille qui sont dans ça, mécaniciens, bref, qui touchent aux voitures. Et moi, je voulais en fait quelque chose aussi, une activité qui me permet de générer des revenus semi-passifs, voire passifs, tout en ayant ma liberté financière, ma liberté géographique et surtout de faire mon activité principale, être dans ma zone de génie, c'est quoi? Former, voilà, faire du consulting, etc. Puisque j'ai une autre casquette où je fais de la qualité également. Mais si on revient dans la partie automobile, donc je me suis lancé dans la location de voitures entre particuliers parce qu'on m'en parlait, j'avais lu des articles également par rapport à ça. C'était un article, c'était sur TF1 je crois, Ok. Ça qui t'a chauffé? ouais, ça m'a chauffé un peu parce que j'avais vu Croissance, c'était un été, j'avais vu ça, Ok. et des personnes qui disaient que tellement il y avait plus de voitures dans les agences de location classiques, les gens se tournaient vers la location de Entre voitures entre particuliers. particuliers, et il y avait les plateformes, à l'époque c'était WeCar, et il y avait Drivey, maintenant c'est Getaround et Turo, Ouais. donc qui disaient qu'ils avaient une croissance exponentielle. Ouais, donc toi, tu as vu Voilà. l'opportunité, direct, tu t'es dit, on va saisir l'opportunité, En fait, on va faire c'était, ça. tu vois, Airbnb, il y a 10 ans, Ouais, il y a fallait 10 ans, prendre le c'était coup. ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça avec l'automobile. Mm, mm. Et aujourd'hui, une voiture, ça peut te rapporter une voiture d'occasion. Tu sais, tu n'as même pas besoin d'acheter une voiture à 15 000 euros, 20 000 euros. Tu vas acheter une voiture 5 000 euros, 6 000 euros si elle est bien. Et tu vas peut-être générer dedans 400, 500, 600 euros Euros par par mois. mois, ouais. Le but, c'est de rentabiliser vraiment au maximum 2 ans. Et derrière, c'est que du bénéf. Ouais. Donc, tu vois. Et dans l'automobile, aujourd'hui, c'est pour ça, tu vois, je fais la transition là-dessus. Aujourd'hui, l'automobile, c'est un monde où il y a de l'argent à se faire. Et les gens ignorent trop ou ils ont des croyances limitantes. Tu me confirmeras, Ouais, tu c'est vrai. raconteras un peu tes Ils ont peur un petit anecdotes. peu, les personnes, quand on parle Vo- automobile. C'est ça. Ils pensent arnaque, ils pensent tout ça, mais Beaucoup, moi, je vois dans la location de voitures entre particuliers, c'est beaucoup accidents, galères. Et t'as, ils te disent, ouais, je vais investir dans l'immobilier, etc. C'est très bien. Mais aujourd'hui, est-ce que forcément, nous, notre génération, est-ce qu'on a les moyens d'investir dans de mm, l'immobilier, tu vois? Aujourd'hui, tu vois, de l'immobilier, ça va coûter, je parle en France, ça va coûter minimum 150 000 euros, 200 000 euros. Pour ceux qui veulent faire un prêt bancaire, il faut un apport de fou. et en plus, pour faire un prêt bancaire, il faut avoir un CDI, il faut avoir une situation stable. Voilà, Je sais que moi, en tout cas, c'est des choses qui sont pas possibles. Enfin, quand t'as pas de CDI, etc., c'est une galère. Donc, franchement, au plus simple, les voitures, c'est limite l'entrepreneuriat. Même ouais. pour trouver un appartement, Ah oui, c'est la guerre. on te demande. Si en tant qu'entrepreneur, on m'a demandé, un bailleur m'avait demandé les bilans. C'était passé avec. C'était Ah passé, ouais? ouais, c'était passé avec les bilans. Après, il fallait, parce que j'avais madame qui avait des bulletins de salaire, donc en plus, c'était passé, ouais. Donc, mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, c'est galère. Faut Donc, être accroché. Ouais. c'est ça. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens ont de l'argent qui dorment. Mm. Tu vois, tu as des gens qui ont 10 000 euros, 15 000 euros. Mais sauf que cet argent-là, au fil des mois, ça perd de la valeur puisque on a l'inflation. Ouais, avec L'inflation, l'inflation, avec l'argent sur le compte bancaire. l'argent perd de la valeur. Plus tu payes, bref, tu payes des cotisations de banque, tu payes des intérêts, tu t'es perdant, tu vois, au final. Mm, mm. Donc voilà, ce qui fait que j'ai pas mal d'anecdotes sur ça. Et toi, je sais pas les personnes qui viennent vers toi quand ils te posent des questions sur l'achat-revente, c'est quoi leur croyance limitante, c'est quoi leur peur Leur qu'ils peur. ont? Ouais, il y a beaucoup de personnes, enfin en tout cas la plupart des personnes qui me demandent et qui veulent se lancer dans l'achat-revente, ils ont peur du budget. Ils me disent, mais est-ce que c'est possible vraiment de se lancer avec 3, 4 000, 5 000 euros, etc. Il y a des gens qui pensent que se lancer dans l'achat-revente automobile, il faut des centaines de milliers d'euros, avoir une grosse concession, un garage, avoir d'un coup 100 véhicules, avoir des salariés, etc. Il faut savoir que pas du tout. C'est un peu comme toi dans la location. Tu peux commencer avec un véhicule, le mettre en location, faire tourner un petit peu. Dès que tu gagnes un peu plus d'argent, t'en remets un. Dans l'achat-revente automobile, c'est exactement pareil. Tu peux commencer avec 3 à 4 000 euros. Tu achètes ton premier véhicule, tu le vends, tu gagnes 2 000 euros, tu rachètes un véhicule, tu regagnes 1 000, 2 000 euros par derrière. Et ensuite, tu évolues petit à petit. Il n'y a personne qui s'est lancé dans l'automobile, enfin, très peu de personnes qui se sont lancées dans l'automobile en ayant directement 500 000 euros à mettre sur la table et vraiment pour se lancer, tu vois.
La Ouais. plupart des personnes, ils ont peur de se lancer pour ça, notamment. Et aussi parce que dans l'automobile, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de vices cachés, il y a beaucoup de complexité. Ça aussi, c'est une peur que les personnes ont qui font souvent part. Ouais, c'est vrai. Surtout les voitures aujourd'hui, Ouais. les gens, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques. Ouais. Faut pas le cacher. Quand tu achètes une voiture, il y a beaucoup d'arnaques. Mais finalement, quand on voit le nombre d'arnaques Par sur le rapport nombre de au... bonnes affaires, Exactement, c'est minime. exactement. Sauf que nous, on aime trop, et c'est une culture qu'on a ici en France, c'est on aime trop mettre en avant le négatif, qui représente finalement un infime pourcentage, que plutôt mettre en avant, il y a de très bonnes affaires. Tu vas Ouais. sur le Bon Coin, tous les jours, il y a de bonnes affaires. Que ce soit des garages, des particuliers. En plus, aujourd'hui, les gens, je trouve, sont plus ouverts à la négociation, même des garages. Ça, on en parlera. Tout se négocie dans la vie, les gars. Tout se négocie. Ouais, tout, tout, c'est vrai. De toute façon, les gens, ils retiennent que les mauvaises choses. Tu sais, C'est quand il y a une chose qui est pas bien, ils vont retenir que ça, même si tout le reste était bien. Parce que je dis à des personnes, ce que je dis, c'est dans tout business, il y a des risques à prendre. Ah, ça, il n'y a aucun business où il n'y a aucun risque à prendre. Les Ça, gens qui sont devenus, allez, même pas qui sont devenus riches, qui ont généré des revenus, qui gèrent des revenus stables dans l'entrepreneuriat, ils ont tous pris des risques. ils hein. prennent, et Y a ils pas- en prennent aujourd'hui. Ouais. Parce que du jour au lendemain, t'en as, ils gagnent peut-être 5 000, 10 000 euros par mois. Demain, ils les perdront peut-être C'est sûr. par problème de santé, problème personnel, donc tu peux plus gérer ton business. Donc là, c'est vrai que tu vas prendre un gros risque. Et dans tous les cas, quand tu investis, tu sais que le risque zéro n'existe pas. Il y a des L'avanta- métiers où c'est plus ou moins risqué. Par exemple, si tu poses, ça dépend de l'argent que tu poses sur la table, le métier que tu vas faire, etc. C'est plus ou moins risqué. Mais quoi qu'il arrive, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quel business, ça va être risqué. Il y a des risques. C'est le risque à prendre pour au final après avoir une liberté, soit une liberté financière, soit une liberté de temps, enfin peu importe. Beaucoup de gens, aujourd'hui, malheureusement, préfèrent croire des personnes qui sont soi-disant influenceurs, qui vont les amener sur des canaux crypto. Les influenceurs à Dubaï, nous on n'est pas à Dubaï, on est à Toulouse. Voilà, nous, on est, nous, on est là, on propose que du réel, Que que du du réel. sérieux. Parce que c'est vrai que ces personnes-là, elles ont une force de communication que nous, on n'a pas forcément. Derrière, ils sont entourés. Nous, on est même des solopreneurs. Ouais. Donc, nous, on est là avec, on va dire, avec nos moyens. Donc, si vraiment, je pense qu'on était réellement riche, première des choses, moi, que j'aurais voulu faire, c'est le partager aux personnes. Ouais. Beaucoup de gens pensent le contraire, disent t'es Ouais, mais riche, ça va te donc cramer ton business, pourquoi tu fais ça, etc. c'est ça. Mais il y a de la place pour tout le monde. Sur Terre, il y a 60, en France, il y a 70 millions de personnes. C'est pas parce qu'il y a 3-4 personnes qui font de la location en plus par-ci par-là que ça va te niquer ton business. C'est pas possible ça. Les gens ils comprennent pas. Bah, dis-toi, moi, j'avais un concurrent, ou deux concurrents, donc qui j'avais essayé de faire un réseau. Bon, je vais pas rentrer dans le détail. Donc, j'avais essayé de me créer un réseau avec eux qui était dans la location de voitures entre particuliers, donc vraiment niche spécialisée. Ouais. Au final, je me suis retrouvé bloqué par les deux personnes sur les réseaux sociaux. Ils m'ont bloqué de partout. Ah ouais. TikTok, Instagram, partout pour pas que peut-être je vole leur contenu, peut-être que je vais voler leur business. Non, la concurrence, elle est partout. Mais moi, je pense que quand on est dans le même secteur, on peut se donner la main entre Il y avoir une guillemets, concurrence saine. voilà, et avoir une concurrence saine et surtout partager aujourd'hui le monde de l'automobile, c'est un monde qui est encore méconnu de beaucoup de monde et à partir de là faire des grandes choses. Mais aujourd'hui, on est dans un esprit trop individualiste, tu vois. Mhm. Donc, tu vois, je disais au début, tu as été un des seuls à ouvrir les portes parce que tu en as beaucoup aujourd'hui, ils ont peur. C'est là où on voit que les business tiennent qu'à un fil. Ouais. Et moi, pour moi, c'est pas la concurrence qui va te faire tomber. Mais non, Moi, c'est sûr. ce qui va te faire tomber, c'est ce que tu fais C'est tes toi en partenaires, c'est interne. ce que tu fais toi et tes partenaires. Si tu t'entoures des mauvaises personnes, ça peut te cramer ton business. Ouais. C'est ça. Moi, il y a des Ouais. personnes que j'ai formées, que j'ai aidé à se lancer aujourd'hui qui sont marchands sur Toulouse. Et je fais des bonnes affaires avec eux. Des fois, je leur vends des véhicules, je leur rachète des véhicules, on s'entraide entre nous. Et on ne sent pas une concurrence déloyale. C'est vraiment une concurrence qui est saine. Et justement, on s'aide entre nous. On a le même métier, on a les mêmes méthodes de travail, etc. Même on s'apprend des choses entre nous. Et au final, on grandit ensemble et on grandit beaucoup plus vite. C'est ça que Ouais. les gens n'arrivent pas à comprendre. Maintenant que toi, tu t'es lancé dans l'achat-revente de véhicules, est-ce que tu as, par exemple, des voitures qui s'achètent et qui se revendent bien? Est-ce que tu as également aussi, pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, est-ce que tu as également aussi peut-être une région en France où on va pouvoir trouver de bonnes affaires dans l'achat-revente? Moi, je sais que quand je fais de la location de voitures entre particuliers, quand moi j'achète une voiture, quand j'accompagne les personnes qui investissent, je trouve Ouais. que
on trouve beaucoup plus de bonnes affaires dans le nord de la France que plutôt dans le sud. Alors dans le sud, j'avais acheté un véhicule dans le sud, mais je trouve par rapport à la voiture que c'était trop cher. Ok. Alors c'était une Citroën C3, bon, qui avait très peu de kilomètres, hein, classique, un litre 6 EHDI je crois, ou HDI, qui avait même pas 100 000 kilomètres, et je l'avais acheté 6 500 je crois, ou 7 000 euros. Donc sachant que bon, le garage m'avait... T'as acheté chez un professionnel, ouais. Voilà, le garage, il y avait de la carrosserie qui était à refaire, donc ils m'ont refait la carrosserie, il y avait la révision, etc. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de bonnes affaires. Il y avait une autre voiture également que j'ai achetée, c'était de la même gamme Citroën, pour beaucoup moins cher. Et ça, c'était dans le nord de la France, c'était, combien j'ai acheté? 5 000 euros. Ok. Tu vois, il y a une grosse différence, surtout que c'est une voiture beaucoup plus grande. Ouais, ça s'explique par un phénomène qui est vraiment assez facile. C'est que dans le nord de la France, pas très loin, on a la Belgique et l'Allemagne. Ok. Les véhicules sont vraiment moins chers par là-bas. Ça dépend pour quelle gamme de véhicules, ça dépend quel véhicule, mais ils sont toujours un petit peu moins chers en Belgique et en Allemagne. Et dans le nord, il y a beaucoup plus de véhicules qui sont importés, donc dans ces pays-là. Enfin, dans ces pays-là. Et du coup, ça fait baisser le prix drastiquement des véhicules, en fait. Et c'est pour ça qu'on n'a pas exactement les mêmes prix entre le nord et le sud, mais ça se rejoint quand même pas mal, hein. Il n'y a pas une énorme différence en général sur les modèles entre les prix dans le sud et dans le nord. Mais pour revenir à ta question, euh, pour les bonnes affaires, ça se trouve partout, on en trouve dans toute la France. Mais après, il faut savoir que dans les campagnes, vous aurez plus de chances de trouver des véhicules parce qu'il y a beaucoup moins de personnes, beaucoup moins de marchands qui seront à l'affût pour aller les chercher, pour les voir, etc. Mais globalement, dans toutes les villes, etc., ça risque d'être assez compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est... Alors nous, comme on est dans le sud, est-ce que on a des voitures qui sont importées d'Espagne ou ça se fait beaucoup moins? Non, ça se fait beaucoup moins les véhicules importés d'Espagne. La plupart des véhicules sur le marché français, soit c'est des imports belges, pardon, soit des imports allemands. Mais il y a très peu de véhicules importés d'Espagne. Parce que est-ce que c'est quoi? C'est là-bas, c'est des pays producteurs. Alors je sais que beaucoup de voitures françaises sont produites dans les pays de l'Est, Ouais. Roumanie par exemple. Donc il y a des marques qui ont délocalisé là-bas leur production. Maintenant, il y a aussi le Maroc. Donc le Maroc, pays que je connais très bien vu que je suis originaire de là-bas, à Tanger par exemple, parce que moi quand je vais là-bas, il y a une très grande usine Renault. Il y a des gros gamos à Tanger. Ah oui, il y en a énormément. Devant le cappuccino, c'est ça? Ouais, devant le cappuccino, c'est ça, devant le cappuccino. Ouais. L'été surtout, Ouais, t'as les, je vois les stories. ouais, t'as des gros gamos, ouais, c'est vrai. Donc ouais, est-ce que ça peut être ça après peut-être, hein, c'est le fait que ces voitures, elles sont produites dans les pays de l'Est, Il y a ça aussi. elles ont plus tendance. C'est vrai qu'aussi, quand tu dis je vais acheter par exemple un gros gamos ou un gros bolide, tu vas plus aller en Allemagne, aux Pays-Bas. Pour la différence de prix, ouais, ce sera beaucoup plus rentable. Mais surtout qu'aujourd'hui, avec le malus français, etc., tu peux pas acheter une voiture neuve en France avec 60 000 euros de malus. Enfin, c'est incohérent. Ça, c'est Ouais. très peu. Ah ouais, c'est Donc, vrai. on voit même la baisse de vente de véhicules en France, elle est énorme. J'ai pas le chiffre en tête là, mais ça fait comme ça. Et après, c'est logique. On va en parler aussi dans ce podcast sur justement ces lois-là qui arrivent sur la suppression petit à petit des voitures thermiques et des Ouais. voitures électriques. On donnera également notre avis sur ça vers la fin du podcast. Autre question aussi que j'ai, par rapport aussi toujours à l'achat-revente ou dans le monde automobile en général, les personnes aujourd'hui veulent se lancer. Beaucoup de personnes ont de l'argent et ont peur d'investir, bon, on l'a dit ça. Toi, aujourd'hui, à combien tu estimes à peu près le lancement dans l'achat-revente? Alors, moi, pour spoiler directement sur la location de voiture en particulier, moi, je préconise 5 000 euros pour être En dans... termes de budget, tu parles 5 millions. Voilà, parce que c'est bien pour pouvoir derrière l'automatiser. Moi, Ok. le but, c'est vraiment de promouvoir cette automatisation des locations de voitures en particulier. Après, bon, des gens qui confondent beaucoup location de voiture entre particuliers, location de voiture classique. Professionnel, ouais. C'est ça. Donc ça, j'en parlerai également pour que les personnes aussi ne puissent pas faire la différence entre ça. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. J'en parle aussi tous les jours avec mes apprenants et Ouais. aussi j'en parle en story, mais il y a encore des gens qui font la différence. Donc là, est-ce que toi, tu as un budget idéal pour se lancer dans l'achat-revente? Bon, déjà, je vais te décevoir, mais il n'y a pas de budget idéal pour se lancer dans l'achat-revente. Il y a C'est plusieurs choses à savoir. Tu peux te lancer dans l'achat-revente au début pour commencer en tant que particulier. Donc là, bon, tu devrais faire tes cartes grises, etc. Tu n'es pas censé faire plus de 5 cartes grises par an, donc tu fais vraiment juste ça pour débuter, pour te faire la main. Ouais. Là, tu peux commencer un peu comme toi, avec 3, 4, 5 000 euros en achetant une première voiture. Après, si tu veux monter vraiment un business et monter ta société, ça va être autre chose. Parce que tu vas avoir des frais de création de société, tu vas avoir des frais de comptabilité, tu vas avoir des frais de gestion, des assurances,
Donc tout ça, ça va te coûter vraiment beaucoup plus cher. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux te lancer avec 7 000 8 000 euros pour te lancer une société. Évidemment, tu n'auras pas un local, tu n'auras pas des voitures monstrueuses dès le début. Mais aujourd'hui, avec 7 000 8 000 euros, tu peux vraiment lancer ta société. Et en tant que particulier, commencer avec 2 3 4 000 euros, les premières voitures qui sont sur le marché pour commencer à faire de l'achat-revente. Il y a des personnes qui me demandent en dessous, est-ce que c'est possible avec 500, 1000 euros, 1500 euros. Franchement, c'est assez léger. Il suffit que tu achètes une voiture à 1500 euros, qu'elle ait plein de problèmes, que tu ne puisses pas la réparer. Et après, tu perds tout. Donc, c'est vraiment assez léger. Je préconise minimum 3 4 000 euros, moi, pour se lancer. Avec 3 4 000 euros et derrière, les personnes peuvent espérer un gain potentiel de combien? Bon, bien sûr, il faut du travail. Ouais. Ça, c'est tout à fait logique. Ça, c'est sûr. On ne vend pas de rêve. Il faut travailler. Ça ne va pas se faire tout seul. Est-ce qu'il y a, on va te demander les secrets. Les Est-ce secrets. qu'il y a des stratégies? Par exemple, moi, imaginons, je veux faire 100 000 euros avec l'achat-revente. Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a des voitures gagnantes? En gros, est-ce qu'il y a des voitures est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires en les achetant et en les revendant? Ou est-ce qu'il faut trouver le pigeon qui va nous la vendre à un prix Non. bas? Il y a des stratégies et il y a aussi la manière dont tu veux travailler. Donc, par exemple, tu peux te dire, je vais travailler, je veux faire du volume. Si tu veux atteindre les 100 000 euros, par exemple, on va dire, tu vas atteindre les 100 000 euros. Aujourd'hui, tu te lances avec 5 000 euros. Tu auras deux choix possibles de stratégie. Soit tu achètes des voitures avec une grosse marge, donc tu vas faire beaucoup moins de volume. Tu vas avoir assez de mal à trouver tes voitures. Ça va se trouver, hein, mais tu ne vas pas trouver 3 voitures par jour, 3 4 voitures par jour, tu ne les trouveras pas. Et donc là, tu vas prendre entre 1000, 1500, 2000 euros de marge par voiture, voire des fois, ça peut aller beaucoup plus, ça dépend de l'affaire. Mais c'est dans ces eaux-là. Soit sinon, tu te concentres sur du volume. Donc là, tu vas faire moins de véhicules, enfin beaucoup plus pardon, de véhicules, mais beaucoup moins de marge par véhicule. Donc tu vas peut-être faire 300, 400, 500, 600, 700, voire 1000 euros par véhicule, mais tu vas faire beaucoup plus de volume. Ça va dépendre comment toi tu veux travailler, si tu peux stocker tes véhicules. Il y a plein de facteurs à prendre en compte pour y arriver. Moi, je conseille une des deux stratégies. Après, tu peux allier les deux, hein. Tu peux faire des véhicules, par exemple, mettre une partie de ta trésorerie dans des véhicules où tu vas prendre une grosse marge, et une autre partie dans des véhicules où ça va rouler, des véhicules qui se vendent très rapidement. Et cumuler ces deux stratégies. Donc ça, c'est à toi de voir comment tu préfères, comment tu peux t'organiser en fonction du temps que tu as aussi, parce que ça prend du temps. Tu vois, si tu fais juste des grosses marges sur des véhicules où tu n'en achètes pas souvent, ça va te prendre très peu de temps. Alors que si tu fais vraiment du débit, que tu prends 300, 400, 500 euros par voiture, il va falloir faire du débit, il va falloir que ça prenne une grosse partie de ton temps. Ouais. Donc il y a plusieurs stratégies que tu peux adopter en fonction de toi, ce que tu veux faire et ce que tu peux faire surtout. Ouais, ça dépend des objectifs, du C'est ça. but également aussi de ce que tu veux faire avec. C'est vrai qu'il y en a qui le font parce qu'ils aiment bien, donc ils aiment bien faire ça. Il y en a qui veulent faire il y en a qui veulent faire ça pour que ce soit leur activité principale, Ouais, etc. D'autres qui veulent. En fait, c'est comme la location de voitures entre particuliers. c'est ça. Ça dépend des objectifs. Tu vas investir sur 2 3 voitures juste pour en faire un revenu complémentaire, un très bon revenu complémentaire. Et là, si tu vises par exemple une flotte de 10, 15, 20 voitures, là, tu vas en faire ton activité principale. Ah Puisque, oui, comme tu as dit, plus tu augmentes et plus tu avances, plus ça va te prendre du temps, plus ça va te prendre de l'énergie, c'est ça. et plus ça va également aussi te générer derrière plus de revenus. C'est tout à fait normal, en fait, c'est proportionnel, tu vois. Donc, c'est vrai que au final, c'est en fonction des objectifs que tu veux faire derrière. Après aussi, dans l'automobile, plus tu fais de véhicules, plus tu as de chances d'avoir des retours par tes clients, bon, sauf si tu vends uniquement à des professionnels. Mais plus tu fais de véhicules, plus tu auras un risque élevé de retour sur tes véhicules et ensuite, ça va te baisser ta marge. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte dans tes calculs. Si tu vends à des professionnels, si tu vends à des particuliers, etc., il y a vraiment un calcul à faire pour toi te mettre au niveau et savoir ce que tu veux faire. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais pour savoir, les 100 000 euros de marge dans l'achat-revente automobile, c'est atteignable en à peu près une année, un peu plus d'une année. Quand tu débutes, je dis bien. Ouais, quand tu débutes. Avec les 5 000 euros. Ok, ouais, c'est vrai que c'est. Après, il faut travailler par contre. Hein. Tu vas pas faire une voiture par mois, pas travailler, aller sur le bon coin une fois par semaine. Non, il va falloir travailler. Ouais, c'est normal. De toute façon, dans tout business, encore une fois, on le répète, hein, il y a du taf. Tout business, il y a du taf. Il n'y a pas un business où on va être, entre guillemets, lésé, où on va être tranquillement, il faut aller une fois par semaine. Non. Certes, on peut prendre du recul, on peut lever le pied, on peut se permettre de lever le pied C'est quand ça on aussi, quand a. tu travailles Voilà, pour toi, c'est toi qui définis ton rythme. Hein. voilà, quand on a le business, après c'est logique, encore une fois, c'est proportionnel. Tu vas lever le pied, tu vas avoir moins de visibilité, moins de revenus derrière. Enfin, en fait, tout ça, c'est comme un château de cartes. Tu vois, Ouais. quand tu Bah oui. as un business, surtout dans l'automobile, donc comme tu as dit, il faut les retours clients. Si besoin, il faut les gérer, il faut bien les gérer. Est-ce que tu as déjà eu des galères avec des clients? C'est-à-dire des clients, tu lui vends une voiture, ou même toi, si tu as acheté une voiture à des clients,
tu es revenu le voir parce que tu as douté de quelque chose, ou un client qui est revenu te voir parce que pareil, il a douté de quelque chose dans la voiture, je sais pas, vis caché. Tu sais, on entend beaucoup ça aujourd'hui, vis caché, Ouais. vis caché. Alors bon, déjà, moi, il faut savoir que je suis un professionnel. Donc quand tu es un professionnel et que tu achètes un particulier ou même un professionnel ou peu importe, tu n'as pas le droit de rétractation, pardon. Donc tu vas acheter le véhicule et tu peux pas venir 2 jours après te plaindre en disant oui, il y a eu un vice caché, il y a eu ci, il y a eu ça. Quand tu es un professionnel, tu achètes et tu assumes. Ça, c'est quelque chose qui est comme ça. Quand tu es professionnel, tu n'as vraiment aucun droit de retour, même si des fois, tu aimerais bien rendre le véhicule parce qu'au final, tu vois qu'il y a eu un vice caché ou tu vois que c'est une poubelle, la voiture. Ouais. T'as pas le choix, t'assumes, t'achètes un professionnel, t'achètes et après tu te débrouilles en conséquence. Moi, pour te dire, il y a pas longtemps, j'ai acheté une Ford Fiesta. J'en ai fait un TikTok, je sais pas si tu l'as vu, c'était une Ford Fiesta rouge que j'ai acheté à un professionnel parce que j'achète des voitures à marchand qui rentrent par-ci par-là. Je l'ai acheté vraiment pas cher, donc j'ai fait des révisions, contrôle technique, etc. Et à la fin, je me suis rendu compte que la voiture chauffait et qu'il y avait un joint de culasse sur la voiture. Et le marchand, dans tous les cas, je suis un professionnel, j'assume, je lui ai rien dit, je vais même pas lui dire que la voiture elle avait un joint de culasse, c'est comme ça, c'est le jeu. Je sais même pas si lui-même le savait, mais c'est une perte de temps si vous commencez à dire ouais, est-ce que tu savais qu'il y avait un joint de culasse et ci et ça, enfin vous allez perdre du temps pour au final rien gagner derrière. Ça va juste amener des problèmes, t'achètes, t'assumes et après tu la revends. Sur cette voiture, j'ai perdu 200 euros. J'aurais pu m'en sortir un petit peu mieux, mais j'ai perdu 200 euros, c'est le jeu. Ça peut arriver des fois. Donc il faut savoir qu'aussi quand on vend en professionnel à un professionnel, ben pareil, il n'a pas le droit de retour sur nous. Il n'y a Donc là, pas de délai de il n'y a rétractation pas de de délai de 14 rétractation. jours comme avec un produit qu'on achète au magasin. Non, là, il n'y a rien du tout. Ok. Tu vends un professionnel, il va revenir vers toi, il peut te dire rembourse-moi et ci et ça. Normalement, tu n'es pas censé lui rembourser. Après, moi, quand je vends un professionnel, je le vends vraiment dans l'état, j'explique exactement ce que moi je sais sur le véhicule et je précise bien qu'il n'y a pas de retour et que tout est notifié sur le véhicule pour pas justement avoir des galères après, etc. J'ai déjà vendu un véhicule à un marchand qui avait un problème de boîte, je ne savais même pas. Il n'a pas assumé, il m'a ramené le véhicule, j'ai dû racheter le véhicule, etc. Bon, moi, je l'ai fait parce que j'avais pas le temps, etc. Et en plus, c'était quelqu'un que j'avais sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il verra. Du coup, je me suis dit, je vais pas faire de problème, je vais récupérer la voiture. Mais les gars, quand vous êtes professionnel, il faut assumer. Vous achetez une voiture, même si elle a un problème derrière, vous achetez en pro, vous assumez. C'est comme ça. Pour ce qui est des particuliers, les particuliers, ils peuvent se rétracter. Donc, quand tu vends une voiture, tu es obligé de garantir la boîte, le pont et une casse moteur. D'accord. Donc, C'est en garantie, ça, les garanties qu'on entend. ça, c'est les garanties légales obligatoires. D'accord. Par exemple, tout le reste, c'est pas garanti. Si la personne elle revient 2 semaines après, oui, j'ai mes plaquettes qui sifflent, qui font du bruit. Ça, libre à toi de le prendre en garantie, libre à toi de prendre une partie en charge, mais t'as pas du tout l'obligation. Ok. Ouais. Moi, il faut savoir qu'en général, quand je vends des véhicules, j'essaye de vendre des véhicules qui sont révisés, contrôle technique, ok, tout à jour, etc., pour avoir le moins de retours possible. Parce que les retours, ça vous fait perdre de l'argent, mais ça vous fait surtout perdre du temps. Le véhicule, si tu le récupères, si tu dois le réparer, etc., ça va te faire perdre un temps monstre. Moi, en général, quand il y a des problèmes sur les véhicules, j'essaye de prendre en compte le problème et de m'arranger un petit peu avec l'acheteur pour justement trouver un juste milieu. Par exemple, j'avais un embrayage une fois à faire, une butée d'embrayage. Le mec, il avait un devis à 500 euros. Je lui ai fait moitié-moitié, comme ça on s'est bien entendu, etc. Moi, j'ai fait quand même une grosse marge sur le véhicule. Ça va dépendre aussi de la marge que vous faites. Si tu prends 500 euros de marge sur le véhicule, que tu dois lui refaire l'embrayage, ça va te coûter 500 euros. Ça va dépendre. Faut jauger pareil. Faut jauger. Ouais. Mais là, j'ai pris une marge assez convenable. Je me suis dit, je vais donner 250 euros, la moitié. Moi, j'ai pris 2000 euros dans la poche. Bon, c'est le jeu. Au moins, il sera content, il sera fidélisé. Et au final, c'est comme ça. Quand tu l'achètes, après, le but, c'est de la revendre en très bon état, tu vois. Et justement, d'avoir le moins de soucis derrière possible. Enfin, si tu vends et que tu sais que la voiture va revenir derrière, moi, je préfère pas vendre. Au final, ça va te faire perdre du temps et de l'argent, comme je disais. Le mieux, c'est de pas vendre des poubelles. Je sais que j'avais une anecdote par rapport à ça. Dis-moi. J'avais une voiture en location. C'était juin, je me rappelle. J'étais en voyage. Donc, il y a un couple qui avait loué une des voitures que j'ai. Et ils sont montés en région parisienne avec 700 km. Donc, elle m'appelle un peu en catastrophe. Elle me dit l'embrayage est resté enfoncé. Donc, bon, c'est des choses qui arrivent. Quand tu es dans une voiture, tu peux pas prédire qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, très bonne question. En fait, ils l'ont loué sur Turo. Ouais. Donc, sur Turo, moi, ce que j'ai pris comme assurance, puisque pour t'expliquer comment ça fonctionne, quand les locataires louent une de mes voitures, ils sont assurés tout risque via la plateforme, via l'assurance de la plateforme. Donc, le partenaire, c'est AXA. Moi, j'ai ma propre assurance pour mes déplacements personnels. Okay. Quand je prends la voiture, par exemple, pour l'amener au garage ou faire le nettoyage en gros de la saison. Ta propre voiture, quoi. Voilà. Donc, eux étaient assurés, donc c'était du tout risque.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que la plateforme m'a payé le trajet, Ok. donc depuis chez moi jusqu'au garage où la voiture était, puisque qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, pendant que j'étais en voyage, le dépannage est venu, etc. Bon, heureusement que je connais des personnes en région parisienne qui m'ont conseillé un très bon garage. Donc ils ont amené la voiture là-bas, donc ça s'est très bien passé. Même le garagiste, il a été très compréhensif, franchement, il a été très 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 sympa, très cool. Ouais. Et donc moi, quand je suis allé, donc la voiture était déjà prête. Bon, c'est vrai que ça m'a coûté. Donc, tu as dû faire un embrayage du coup. Oui, j'ai Ouais. dû faire un embrayage. Donc ce qui est bien, c'est qu'il m'a offert la révision. Ok. Donc il savait que je venais de loin, donc il m'avait offert la révision complète pour reprendre la route dans de bonnes conditions. Ça m'avait coûté 900 euros. Ok. Ça aurait pu me coûter cher si il y avait le volant moteur. Mais sur cette voiture-là, il n'y avait Juste pas le volant l'embrayage. moteur. Voilà, il y avait que l'embrayage. Et donc à partir de là, bah, c'est le jeu, pareil. C'est le jeu. C'est pour ça que je dis quand également on se lance dans la location de voiture entre particuliers, il faut aussi un peu mettre de côté pour ce genre d'imprévus qui peuvent arriver. Tu vois. Donc c'est des choses qui vont arriver pas tout le temps, bien sûr, mais c'est des choses qu'il faut prévoir. Surtout l'embrayage. L'embrayage, je pense que dans la location de voiture entre particuliers, c'est la bête noire de nous tous. Moi, ça me ferait peur aussi. Ouais, là, un embrayage, en fait, c'est surtout le prix derrière qui va faire peur. C'est pas le fait de. Un embrayage, il casse, à un moment donné, il doit casser. Surtout quand tu fais de la location de voiture, peu importe le type de location de voiture, tu as 36 000 conducteurs. Donc chacun conduit différemment. T'en as qui vont enfoncer Tout l'embrayage, le temps d'autres qu'ils ils vont être vont. sur l'embrayage, t'en as qui Oh, vont pas trop l'utiliser, t'en as qui vont passer vite les vitesses. c'est ça, donc ça s'use T'as de tout. beaucoup plus rapidement. Bon, maintenant, après, on va pas faire le débat boîte manuelle, boîte auto, puisque ça, la même chose peut arriver sur les boîtes auto également. En plus, sur les boîtes auto, c'est plus coûteux. Ouais. Donc ouais, c'est des choses, ouais, c'est vrai que, comme tu as dit, sur les voitures, on peut pas le savoir. Même si on achète la voiture, on ouvre le capot, pourra pas voir. On peut voir ce qu'il y a par-dessus, une fuite, s'il y a, je sais pas, un peu de fumée, etc. Ça, on peut le voir. Mais comme ce qu'on appelle les vis cachées, on peut pas le voir, tu vois. On peut pas le Justement, voir. toi, ça te fait pas peur que les personnes utilisent tes voitures et tu sais pas comment ils vont conduire, tu sais pas comment ils vont utiliser l'embrayage, s'ils vont taper dedans à froid, etc. Parce que c'est des choses au final que tu peux même pas voir. Toi, ça te fait pas peur dans ta tête quand il y a une voiture qui est louée, qui est dehors ou quoi, qu'elle soit un petit peu maltraitée ou pas traitée comme toi t'aimerais qu'elle soit traitée? Alors moi, Après, bon, c'est des voitures qui sont faites pour ça, hein, pour la location, mais ouais. Ben moi, quand je me suis lancé, la première chose qu'on m'a dit, c'est quoi? On m'a dit non, non, Wissem, fais pas de la location parce que quand on va prendre ta voiture, on va te changer les pièces. On va te changer les pièces en mode, on va me changer les pneus, on va me changer le moteur, des trucs comme ça. on va te swapper le moteur. Voilà, on va tout me prendre. Bon, moi, ce que je dis, c'est pas de la location de voiture classique. Encore une fois, c'est de la location de voiture entre particuliers. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose, par exemple, quand je reçois des amendes, quand je reçois par une contravention, la dernière là, que j'ai reçue, c'est une amende de non-paiement de péage. Ok. C'était il y De a longtemps? péage. Non, il y a même pas une semaine. Ah, moi aussi, pareil. Voilà. Donc, bon, non-paiement de péage parce que maintenant, Oui, avec pour, les nouveaux péages. Là. voilà, avec les nouveaux péages sans barrière, tout ça, donc le péage prend la plaque, etc. Et après, il faut payer au bout de, je crois, je sais plus combien de jours. Enfin bref, voilà. Donc on m'a dit, c'est la première chose qu'on m'a dit. Après, on m'a dit pareil, les gens ils conduisent comme des malades, etc. Mais sauf que sur ces plateformes-là, quoi qu'il arrive, je sais qui a pris ma voiture. J'ai son nom de famille Sa carte jusqu'à son d'identité. adresse personnelle. Exactement. Ouais, t'as toutes ces Donc, infos. derrière, s'il y a quelque chose, un gros truc, que je veux l'attaquer, par exemple, en justice, je vais pouvoir, puisque j'ai toutes ces informations-là. Ok. Alors, c'est la plateforme qui les garde et la plateforme peut me les mettre à disposition en cas d'amende, en cas de contravention, etc. Et même avant de valider, justement, avant de commencer la location, les personnes, à chaque fois, elles m'envoient leur permis et une photo d'elles en selfie avec leur permis. Ok. Comme ça, moi, je valide, je sais que c'est la bonne personne, ça correspond. Et après, à partir de là, elles peuvent commencer la location. C'est plus compliqué quand c'est des personnes qui sont étrangères. Et c'est ce genre de personnes-là avec qui j'ai eu le plus de problèmes. Parce que ça t'arrive, tu peux louer sur ces plateformes à des personnes étrangères? Bien sûr, puisque ces plateformes-là, en fait, c'est des plateformes américaines de base Ok. et c'est connecté au monde. Ok. Toi et moi, on est inscrits, par exemple, sur Turo. Je prends cet exemple-là, ou GetAround, ça peut On être la peut même louer chose. par exemple au Maroc ou peu importe. Alors, où on veut. pas au Maroc, mais on va plus être dans les pays anglo-saxons ou dans l'Union européenne. Ok. Donc, quand je parle donc des pays anglo-saxons, on va avoir le Royaume-Uni, le Canada, Angleterre, l'Australie également. Ok. Il y a le Japon aussi, il me semble qu'ils ont Turo, pas GetAround. GetAround, c'est plus dans l'Union européenne et c'est connecté aujourd'hui à travers le monde. C'est pas mal,
Et c'est là où tu remarques qu'il y a une différence de culture. Par exemple, tu vois les Nord-Américains, soit canadiens ou les personnes qui viennent des States, et ben justement, eux, ils sont habitués à conduire des boîtes automatiques, Ouais. pas de boîte manuelle. Des gros véhicules automatiques. Et déjà, eux, de base, c'est des gros véhicules. Nous, ce qu'on a, c'est des fourmis pour eux. Ah, ça. C'est des cubes. Donc voilà, tu vois, c'est des choses. Et j'ai eu pas mal de soucis avec eux. Bah, par exemple, il y avait. Attention, je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit parce que c'est le Ouais, c'est conducteur. juste des faits. C'est juste C'est des le, faits, de toute façon. c'est le conducteur hein, comment dire ça? C'est le conducteur qui est en tort. Mhm. Donc, une fille, justement, qui m'avait pris la voiture, il m'avait complètement rayé la voiture. Ok. Il m'avait complètement rayé la voiture, c'était le bas de caisse. Et ça, comment j'ai fait pour le voir? Puisque, encore une fois, je le répète, j'automatise mes locations via les photos. Donc, elle a, je pense, essayé de le cacher, mais j'ai réussi à le voir pour justement déclarer le sinistre. Après, comment ça se passe? La plateforme donc s'en occupe. Soit elle me dédommage. Parce qu'il y a des cautions, ils mettent des cautions quand ils louent les Bien véhicules sûr. que tu peux récupérer C'est ça. s'il y a Donc, des problèmes. voilà. Après, c'est l'assurance qui prend en charge. Par exemple, sur ces plateformes-là, les cautions, elles ne sont pas énormes. Elles ne dépassent pas les 600 euros. Ok. Donc, par exemple, si c'est une carrosserie qui va prendre ces 2000 euros, bah, après, c'est l'assurance qui prend en charge. Donc, à moi de l'amener ou il me dédommage et après, je l'amène. Enfin, ça peut être... Il y a plusieurs solutions. Ouais. Soit moi, je l'amène, j'avance les frais, eux me remboursent. Ou même directement, c'est encore plus simple, ils peuvent faire ce qu'on appelle une subrogation de paiement. Ok. Donc la subrogation de paiement, c'est en gros l'assurance ou la plateforme va payer directement au garage ou au carrossier. Moi, j'ai juste à la ramener, je paye rien de ma poche. Et après, à partir de là, je prends ma voiture et tu vois, je la récupère. Ok. Donc après, encore une fois, c'est le jeu au niveau carrosserie, au niveau mécanique. Mais au final, quand je compare les gains et les pertes, en termes de gains, je suis beaucoup, beaucoup plus avantagé que les pertes. Forcément, on ne serait pas là sinon, tu ne serais pas C'est ça, voilà. à Tu faire vois. ton business, tu aurais arrêté depuis longtemps, ça c'est sûr. Est-ce que tu saurais dire plus ou moins un pourcentage ou un chiffre sur le nombre de sinistres que tu as par rapport au nombre où la voiture de jour est louée? Même pas 1%. Même pas 1%. Après, ça dépend Ça arrive rarement. Ça dépend ce que tu appelles sinistre. Des litiges comme par exemple la rayure avec un client, Ah oui, ça c'est un accident. Ça, c'est arrivé qu'une seule fois. Ok. Accident, à ce jour, non, et j'espère qu'il n'y aura jamais d'accident, parce que quand il y a un accident, bon, on va dire si c'est que du matériel, tant Ça mieux. va. Mais on va dire, entre guillemets, la phobie que j'ai, c'est les dommages corporels. Mais, encore une fois, les conducteurs, quand ils sont sur ces plateformes, ils n'ont aucun intérêt à faire n'importe quoi avec la voiture. Mais parce que justement, toi, tu loues pas des véhicules sportifs, des véhicules de 500 chevaux. Tu loues pas des véhicules plaisir. C'est ça. Tu loues des véhicules plutôt, c'est pas des utilitaires, mais c'est des véhicules qui sont voués à être utilisés pour faire des trajets parce que les personnes en ont besoin, etc. C'est pas des véhicules pour s'amuser que tu loues. C'est ça. C'est ça aussi, il n'y a pas de raison. C'est des familles. C'est ça. Beaucoup, c'est des familles qui prennent ou des couples. Donc, on va dire, voilà, c'est des personnes à revenus modestes Ouais. qui en ont marre de louer chez les agences avec des grosses cautions, etc. Et qui vont louer plutôt une voiture qui va faire d'un point A à un point B. C'est ça. Et ils vont faire, c'est beaucoup de trajets régionaux. Ok. Donc, c'est beaucoup de gens qui vont à la Autoroute, campagne. Voilà. C'est eux qui me le disent, voilà, qui veulent découvrir. Beaucoup, c'est des gens qui veulent découvrir la région. Ok. Donc voilà, ils n'ont pas d'intérêt, comme c'est vrai, où tu as des gros gamos, où tu en as, ils vont être sous ballon, des trucs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. T'as pas la même clientèle, oui, c'est ça. Et c'est même pas surtout le même objectif de tes véhicules, c'est pas du tout le même que quelqu'un qui fait de la location avec des RS3 de Pologne, etc. C'est vraiment pas du tout le même objectif. On n'est vraiment pas sur le même métier du tout, même. C'est ça. Et en plus, aujourd'hui. C'est notre métier. Et moi, je pense, à mon avis, ce genre de voiture-là, plaquée Pologne, etc., déjà, elles sont dans le viseur des autorités. Ouais. Et je pense ça fait quelques années déjà. Voilà, je pense qu'il va pas tarder à y avoir des lois là-dessus. Parce qu'il y a eu pas mal d'incivilités à cause de ça. Donc, mais encore une fois, ça peut être aussi un bon business, la location de véhicules de luxe. Mais encore une fois, il faut derrière assumer la clientèle. C'est ça. Dans tout business, dans l'achat-revente, c'est très bien. C'est pareil aussi. Et voilà, il faut juste assumer derrière le fait que la voiture soit en bon état. Comme dans la location de voiture entre particuliers que je fais, donc il faut également assumer que les clients soient de bons clients, soient de bons locataires, et également aussi que je leur fournisse, parce que moi aussi j'ai des obligations. On parle beaucoup du client, mais c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de nous, les propriétaires. C'est vrai. Beaucoup de propriétaires, des fois, qui vont fournir une voiture sale. Quand je dis sale, c'est vraiment sale. Je le vois dans certains commentaires de voitures. Okay. Voilà, quand je fais ma petite comparaison, ma petite étude de marché, des avis, voilà, où ils disent que la voiture était sale,
pas en bon état mécanique, avec des pneus fatigués, etc. Mais il m'est arrivé une fois où c'était une fille qui avait loué une de mes voitures qui m'avait dit que voilà, il y avait un pneu qui était à plat. Un pneu qui était à plat, donc pareil, moi j'étais pas là, en plus j'étais en voyage, donc qu'est-ce que je lui ai dit? Donc je lui ai dit écoutez plutôt, parce que je la vous vois, je les vous voyez. Donc vous l'amenez, voilà, il y a un garage de pneus, vous changez, moi je lui ai fait le virement et tout s'est bien passé au final. Ok. On peut toujours trouver des solutions dans l'automatisation. Et encore une fois, je reviens à la question que tu m'as posée, le pourcentage, c'est 1%, voire même pas au niveau des sinistres. Mais il faut juste savoir que ça arrive, ça peut arriver. Il faut savoir le gérer. Il faut aussi Exact. savoir comment le gérer, comment bien le gérer pour que ça aille le plus rapidement possible. Et justement, pas immobiliser la voiture pendant des mois et des mois, que la voiture ne te rapporte pas. Il faut savoir faire les choses rapidement, bien. Et de toute façon, ça, c'est ce que tu expliques très bien C'est ça, en dans tout ce fait. que tu dis dans tes vidéos, etc. Ouais, c'est ça. Mais en fait, la location de voitures entre particuliers, le but derrière, c'est de générer au minimum 400 euros net. Parce que derrière, en fait, ce que tu payes seulement en termes de charges fixes, il y a l'assurance. L'assurance, encore une fois, il ne faut pas prendre une assurance tout risque, c'est pas utile puisque les plateformes déjà assurent la voiture ou les voitures tout risque. Et également aussi, dans le cadre de l'automatisation, il y a un petit abonnement à payer d'une vingtaine d'euros par mois. Okay. Donc avec l'automatisation, on va dire ça change pas mal de choses. Okay. Est-ce que tu envisages de louer des véhicules autres que des véhicules tourisme un peu pour ce genre d'activité? Ou tu comptes rester que sur les véhicules que tu fais aujourd'hui, par exemple changer, faire des utilitaires, faire des vannes, faire plusieurs choses comme ça? Est-ce que pour l'instant c'est dans ton viseur ou pas du tout? Alors aujourd'hui, ou tu n'as pas réfléchi pour l'instant? Alors j'y réfléchis en effet, mais rester toujours sur les véhicules de tourisme. Alors il peut avoir les utilitaires parce que c'est beaucoup demandé. Ouais. Pour ceux qui veulent se lancer, les utilitaires c'est pas mal demandé dans plusieurs choses. Alors il y a plusieurs niches aujourd'hui qui se spécialisent et là je donne vraiment quelques idées pour ceux qui veulent se lancer à l'avenir dans le monde de l'automobile. Ce qui se développe beaucoup, c'est les voitures pour les VTC. Ouais. Toyota CHR, tu vois, des trucs comme ça, que tu vas acheter, que en Ile-de-France déjà, région parisienne, ça se loue très bien. Ouais. Voilà, ça se loue très très bien. Ça peut aller 300, 400 euros la semaine. Et à partir de là, bon, derrière, après, il faut assumer que derrière, il y aura de la mécanique, etc. Derrière. Ouais, parce que là, le véhicule, il va rouler. Il va rouler tous les jours. Ouais. Tous les jours, pendant une dizaine d'heures, peut-être par jour. Voilà, donc un VTC, bon, j'ai mon oncle qui est VTC. Lui, c'est 9-10 heures par jour. Comment ça marche? Il a son véhicule ou il fait de la location? Ou lui, il a son véhicule. Il y a plusieurs choix, on peut soit avoir son véhicule, soit faire de la location. Alors lui, il a son véhicule, lui, c'est un cas assez spécial. Okay. C'est un cas assez spécial parce qu'il est reconnu handicapé, donc je sais qu'il avait droit à certaines aides pour acquérir le véhicule, qui allait être dédié justement à ça. Donc il est dédié vraiment à son travail. Mais je sais que des Toyota CHR d'occasion, on peut en trouver à des bons prix. Donc il y a ça, il y a la location de voitures entre particuliers aussi encore, où il n'y a vraiment pas besoin d'investir énormément. Et même, tu peux investir, tu peux partir de zéro avec la location de voitures entre particuliers. Oui, c'est ce qu'on disait, tu peux utiliser ton propre véhicule. C'est ça. Pas forcément tous les jours, ça peut être chaque week-end. Oui, tu le mets en dispo les week-ends. Tu vas faire une centaine d'euros par mois, mais c'est toujours bien pour ceux qui veulent mettre de côté. Voilà, toujours bien. Voilà, ça reste toujours quelque chose de bien. Et celui qui veut vraiment investir dans ça et avoir une voiture qui fait que ça, est chose que je conseille. On peut trouver quelque chose dans les 5-6 000 euros, très bien. Même on peut trouver un peu moins si des voitures beaucoup plus petites, telles que des 108, C1, qui se louent également très bien. Tu conseilles de contracter un crédit pour ce genre d'activité pour acheter son premier véhicule si on commence de zéro et qu'on veut vraiment se lancer avec un véhicule, qu'on n'en a pas forcément un à louer, de faire un crédit pour pouvoir en acheter un et ensuite de le mettre en location ou pas du tout? Alors moi je conseille pas ça parce que c'est vrai que déjà moi je suis pas trop un adepte du crédit. Tu sais que ça reste toujours une dette en fait. Derrière il faut être sûr premièrement que ce soit que le véhicule en fait va payer le crédit tout simplement. Les locations ça va être ça quand tu vas le mettre pendant les premiers mois ou les premières années, ça va payer le crédit. Le but c'est d'être opérationnel le plus rapidement possible. Donc le crédit, à mon avis, ça peut être bien pour ceux qui se développent quand ils ont une flotte de 10, 15, 20 véhicules. Ouais. Ça, c'est bien pour eux. Mais maintenant, pour celui qui se lance en tant que particulier, c'est autant avoir un petit apport qui va t'apporter derrière 400, 500 euros par mois et par voiture. Tu te lances 2, 3 voitures et derrière, ça va te générer des revenus. Moi, je dis que tu peux faire déjà un SMIC français. Un SMIC français, je dis, on va dire 1004, 1005.
à partir d'une flotte de 5 voitures. 5 voitures, on peut générer 1005 net. Tu peux, oui, Ok. par mois, même que ce soit en période creuse, et même plus si c'est l'été. Ok. Donc, parce qu'il y a des périodes où le prix par jour augmente, hein, le prix journalier pendant les vacances, les jours fériés, surtout les vacances d'été, où là, il faut cartonner à fond. Et même toutes les vacances, peu importe, dans tous les cas, toutes les vacances, ça doit être full. Pour les gens qui partent en vacances, en famille, etc. En été, moi, j'ai été pratiquement full. En été, J'ai été pratiquement à full, ouais. 90% de taux de remplissage. Ok, ouais, c'est Juillet énorme. 90% et août 90%. Ouais, faut bien préparer ces périodes-là, être vraiment au maximum. C'est ça. C'est ça. Donc, ce qui est bien, l'avantage, c'est que tu as des personnes qui te prennent la voiture 10-15 jours. Ouais. Ça te fait un gros revenu. Elle repart ensuite 10-15 jours, etc. Ça te fait pas beaucoup de locataires, mais ça te fait un gros volume en termes de mieux. revenus. Et tant mieux au final. Tant mieux, Ça te fait moins de gestion et ça fait plus de tranquillité, on va dire, tu vois, pour cet été-là. c'est ça. Et également aussi, ce que je voulais rajouter, pour celui même qui veut commencer, il y a aussi, beaucoup m'ont demandé, c'est le leasing. Tu fais le leasing. Ouais. Alors, tu peux faire de la location de voiture entre particuliers avec le leasing. C'est soumis à condition. Il faut juste avoir une autorisation, parce qu'il y a deux cas. Soit la carte grise, elle est seulement au nom de la société qui te fait le leasing. Ok. Donc là, il faut leur autorisation écrite. Si tu as ton nom en second conducteur, là, tu peux. Mais Ok. encore une fois, le leasing derrière aussi, il faut faire attention. Donc, puisque généralement, quand on fait un leasing, je pense que c'est à titre perso. Donc, à titre perso, c'est bien. Et encore une fois, la location de voiture entre particuliers, vaut mieux acheter une voiture d'occasion bien qui va servir qu'à ça. C'est ça, parce que la voiture, si on achète une voiture neuve en leasing et qu'elle sert uniquement qu'à ça dès le début, mettre une voiture neuve directement sur le marché de la location entre particuliers, c'est assez contraignant. Surtout qu'au final, il n'y a pas de grande différence entre une voiture qui va coûter une citadine qui va Ouais. coûter 10 000 euros et une citadine qui va coûter 4 000 euros. Le prix journalier va peut-être différencier de 5 euros. C'est ça sera pas rentable sur toi ce que tu payes par rapport à ce que ça vaut. C'est ça. Et on peut pas louer une voiture qui est en déclaration d'achat. C'est-à-dire, Quand on est professionnel, on fait pas une carte grise. Tu sais, on fait une déclaration d'achat pour prouver que la voiture, elle est au nom de notre société. Et donc, dans ce cas-là, moi, je peux pas mettre en location la voiture quand elle est en déclaration d'achat, il me semble. non, il faut que La carte grise soit à ton nom. Voilà, il faut que la carte grise, et également, il faut que la carte grise soit définitive. Au moins un récépissé de demande de carte grise. Donc, si tu es professionnel, il faut que tu fasses la carte grise au nom de ta société. Exactement. Ok. Oui, il faut que. Parce que aussi, dans la location de voiture entre particuliers, tu peux te lancer en tant que particulier, Ou mais en aussi tant tu que peux te lancer professionnel. en tant que professionnel. C'est ça. Donc, bien sûr, c'est à peu près pareil, sauf qu'en tant que professionnel, là, ici, tu vas faire, soit tu es auto-entrepreneur, tu déclares tes cotisations mensuelles, soit tu es en société, tu fais ton bilan. Et en tant que particulier, en fait, il y a une loi de 2019, avec toutes les plateformes de location courte durée, même Airbnb qui le fait. Il déclare tes revenus bruts directement à l'administration fiscale. Donc, Ok. sur ton relevé d'impôt, ce sera marqué que tu as fait de la Tant de location revenus courte et qui durée. sera imposé au final à la fin de l'année. Alors, ça sera imposé à partir d'une certaine somme. Ok. Si tu fais moins de 9 000 euros à peu près annuels, donc là, tu ne seras pas imposé. Ok. Ensuite, après, bon, là, on rentre dans le détail, etc. Mais encore, tu vas payer que très peu. Ouais. De toute façon, à partir d'un certain chiffre d'affaires, vaut mieux passer en auto ou en société. Donc, c'est pour ça. Dès lors que tu vas faire 3, 4, 5 voitures, là, c'est bien peut-être de passer en auto pour commencer, pour tester. Et ensuite, après, passer en société. Parce qu'en société aussi, sachant que en société, tu vas gagner ton chiffre d'affaires sur le compte de ta société, tu vas mettre de côté et tu vas pouvoir derrière réinvestir sur des voitures. Donc, et encore une fois, il faut faire aussi, attention, et là je voulais faire une transition et te poser cette question-là. Là, on va rentrer dans le cadre un peu juridique, fiscal, donc tout Légal. ce qui est, tout ce qui est contrôle. Voilà, quand on entend ça, on commence à Ça fait frissonner un petit peu peur là. Voilà, on frissonne un peu. Il y a eu un cas sur les réseaux sociaux où une personne, donc je me souviens plus de son nom, c'était sur TikTok, qui avait dit qu'il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, si j'ai bien compris l'histoire. Ouais. Et par rapport, justement, il faisait de l'achat-revente également. Alors, je pense qu'il y avait soit une non-déclaration ou une déclaration partielle. Toi, qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Et également, est-ce que tu peux donner peut-être des anecdotes? Est-ce que tu as déjà été contrôlé par certains services? Est-ce qu'on t'a déjà demandé de prouver certaines choses d'un point de vue fiscal ou même d'un point de vue juridique? Alors moi, pour l'instant, j'ai pas été contrôlé. Et Dieu merci, parce que sinon je finirais en prison comme lui. Non, en vrai, il y a énormément de choses légales à faire et à respecter qui sont assez strictes, assez compliquées. Hein. De toute façon, tout est régi. Donc quand on est un particulier, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de limite, mais on peut faire entre 5 et 10 cartes grises par an à son nom.
Sinon, après, on est déclaré en tant que revendeur et on serait imposé sur les plus-values qu'on va faire sur les véhicules, etc. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Il faut faire attention si vous faites un peu d'achat-revente. Même si vous achetez des véhicules pour vous et vous en faites 3, 4, 5, 6, 10 par an, pardon, il y a un contrôle qui peut vous tomber dessus. Et au final, même si ce n'est pas dans le but de faire de l'achat-revente, vous pouvez au final vous faire imposer et après prendre justement des amendes, etc. Donc ça, c'est quelque chose où il faut faire très attention. Moi, pour ma part, je suis en société. Donc en société, il y a vraiment tout qui est cadré. Donc on tient un livre de police. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Oui, j'en ai entendu parler. C'est un en effet. registre où tu rentres le véhicule que tu achètes, le jour où tu l'achètes, le prix, tu rentres le modèle, le numéro VIN, la plaque d'immatriculation, etc. Tu le rentres sur ton livre. Et ensuite, quand le véhicule sort, donc quand il est vendu, tu mets vendu à telle personne, le numéro de permis, tel jour, telle date, tel prix, telle heure. Ça, c'est un livre où si tu te fais contrôler, tu peux prouver que tu as acheté ce véhicule tant et revendu ce véhicule tant. En cas de contrôle ou quoi, c'est quelque chose qui est obligatoire. Ce livre de police, tu dois l'avoir forcément, tu es obligé. Aussi, les gars, il y a beaucoup de personnes qui font des déclarations d'achat donc sur des sociétés fantômes, fictives. Je sais pas si tu connais un peu des personnes qui font ça. Système classique dans beaucoup de business. Donc il y a beaucoup de personnes qui font de l'achat-revente comme ça, mais il faut savoir que c'est pas du tout une solution qui est pérenne, c'est pas du tout une solution qui est viable. Si vous faites arrêter avec un véhicule qui a une déclaration d'achat qui n'est pas à votre nom, vous risquez de vous faire immobiliser, de prendre des amendes, etc. Et c'est vraiment, vaut mieux faire une carte grise à son nom, payer la carte grise pour revendre le véhicule, ou sinon faire une déclaration d'achat, donc avoir une société, soit une auto-entreprise, soit une URL, une SASU, peu importe. C'est des détails. Mais si vous faites des déclarations d'achat au nom d'une entreprise qui n'existe pas, comme beaucoup de personnes le font, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Et surtout même pour la revente derrière. Moi, je sais qu'un véhicule qui est en déclaration d'achat, qui n'est pas au nom de la personne à qui j'achète le véhicule, c'est mort, j'achète pas. Ça, je n'achèterai jamais. Parce que derrière, il peut y avoir des amendes, le véhicule peut être gagé, etc. Donc ça, c'est un mauvais plan pour ceux qui ont l'idée de faire ça, qui se disent « Bon, je vais ouvrir un compte Revolut. Je ne vous donne pas les astuces, mais ceux qui se disent des choses comme ça, je vais faire un compte bizarre, je vais faire des déclarations d'achat au nom d'une autre société pour ne pas me faire imposer à l'étranger, tout ça. » Sachez que vous n'allez pas faire long feu. Vous allez faire 3, 4, 5 10 véhicules et après, vous allez vous faire contrôler, vous allez devoir payer des amendes et vous allez peut-être prendre des condamnations, etc. Donc, ce n'est pas le meilleur plan. Ouais, c'est vrai que j'ai regardé un podcast sur ça, également sur tout ce qui est fiscalité. En France, on cherche toujours à douiller l'État. Ouais. Toujours. Après, c'est vrai qu'on est dans un pays où il y a une grosse fiscalité. Taxes, ouais. Une grosse fiscalité, on est sous pression. C'est vrai que à la moindre chose, on va prendre la base de la base. Tu as une société, c'est toi qui travailles pour ta société, mais tu n'as pas le droit de toucher ce qu'il y a dans ta société. Sinon, tu peux être condamné pour abus de biens sociaux ou abus de biens sociaux, si c'est plusieurs biens. C'est ça. Tu vois, donc aujourd'hui, beaucoup font ça. Des sociétés fictives, ce qu'on appelle aussi des sociétés écrans, où on va faire des fausses déclarations, ou même, il y a des personnes aussi, j'ai vu que beaucoup aujourd'hui, ce qu'ils font, surtout avec des voitures de luxe, soit ils achètent, par exemple, au nom de la société, ils vont blanchir à l'étranger pour la revendre, pour justement toucher cet argent-là, ou même carrément ceux qui font du trafic de véhicules de luxe. Beaucoup, ça se fait de plus en plus. Ouais. Si vous voulez pérenniser de toute façon votre activité, que ça se passe le mieux possible et obtenir vous allez peut-être gagner un peu moins d'argent sur le court terme, mais à long terme, vous allez vraiment être gagnant à faire les choses bien, faire les choses correctement, tout bien déclarer, tout bien faire, etc. Ça va vous retomber bien dessus, plutôt que si vous faites les choses un peu bizarrement, que vous essayez de magouiller par-ci par-là, au final, à la fin, vous allez de toute façon vous retrouver bloqué et avoir des problèmes par la suite. Moi, c'est ce que je conseille et ce que je fais personnellement. Tu te sens même mieux après, tu te sens libre. Là, je me dis pas, j'ai pas la pression. Par exemple, si je me prends un contrôle fiscal demain, je sais très bien que tout est en règle, j'ai tous mes classeurs, tout est trié, tous mes papiers, il y a tout qui est en règle. Et j'ai pas justement cette pression constante de me dire demain, je peux avoir un contrôle, ils peuvent fermer mon entreprise, ils peuvent me demander tant, etc. Je sais que je suis bien dans mes baskets. Et après, justement, c'est plus simple pour toi mentalement. Parce que déjà que vendre des voitures, mentalement, il faut être accroché avec les retours qu'il peut y avoir, les prises de tête, les prix, etc. Donc franchement, c'est vraiment mieux comme ça. Ça peut vous éviter quelques problèmes et vous payer un petit peu plus, au moins tout est en ordre. Personnellement, c'est ce que je conseille. Après, comme encore une fois, chacun son avis. Chacun fait comme il veut et comme il peut aussi. Mieux vaut, on va dire, 5 000 € qui soient bien déclarés, que c'est un bénéfice, ou peut-être derrière, tu as perdu 5 000 €. Peut-être tu as fait rentrer 10 000 € et tu as déclaré 5 000, tu as 5 000, que plutôt 20 000 €, tu ne les déclares pas. Et c'est vrai que du jour au lendemain, parce que dans tous les cas, s'il y a un contrôle fiscal, c'est pas forcément de la prison, on va pas faire peur aux gens, mais c'est un redressement avec de grosses amendes. Quand c'est des redressements,
c'est redressement plus les pénalités qui peuvent frôler, hein, je dis frôler les 100% Est-ce que ça t'est de, déjà de arrivé, toi, pénalité. d'avoir un contrôle fiscal ou autre, ou URSSAF? Alors pareil, Dieu merci. Non, quand je travaille dans le salariat, oui, ce qui est tout à fait normal. Mais j'ai un ami à moi justement qui est entrepreneur et qui a justement eu 2 contrôles fiscaux. Ok. Alors il avait plusieurs sociétés. En 3 ans, il en a eu 2 ou 3 sur ces différentes sociétés avec redressement de plus de 70 000 euros. Donc ça se passait bien, les contrôles fiscaux en général, donc il n'y avait pas de souci. Sauf que bah, bon, un contrôle fiscal ou un contrôleur fiscal, quand il vient te voir, C'est parce qu'il y a quelque chose à te reprocher en général. voilà, il vient pour te redresser, il vient pour te reprendre. Voilà, il vient pas pour Pour boire le café s'amuser avec ou pour toi. prendre, pour perdre son temps. Ils viennent en général, ils savent que derrière il y a des choses. Moi aussi, je suis sur les réseaux sociaux, donc ça va peut-être accentuer un contrôle fiscal, peut-être un jour ou l'autre, avec tout ce que je dis, tout ce que je déclare, etc. Mais vu que je suis droit dans mes baskets et que je sais que tout est opérationnel, tout est bien fait, je prends le risque et ça me fait pas peur. Surtout qu'aussi le monde automobile, c'est un secteur qui est sujet à beaucoup de contrôles, Ouais. parce que beaucoup de trafic, beaucoup d'escroqueries, beaucoup d'abus. Donc en France, c'est comme ça. En France, le citoyen honnête qui fait son business va payer pour ceux justement qui font ces abus-là. Mhm. Donc nous, on est dans l'automobile. Demain, on peut se prendre un contrôle pour X ou Y raison, parce que dans la ville ou dans la région, il y a eu un tel qui a escroqué ou qui a fait de l'abus sur 100 véhicules. Alors que nous, on n'a rien à voir forcément avec lui. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut jouer le jeu et à nos risques et périls. Donc à nous voilà, nous de faire le nécessaire. Mais c'est vrai que par rapport à ça, donc je voulais te poser cette question-là parce que ce sont des sujets qui reviennent très souvent Mhm. et aussi qui empêchent les gens de se lancer. Parce que dès qu'ils pensent à business, ils pensent à URSSAF, impôts, tout ce que tu Gestion veux. d'entreprise aussi, papier, paperasse. Ça aussi, il y a beaucoup de personnes, moi, qui ont peur, qui me disent mais comment on fait pour créer une entreprise? Comment on fait? J'arrive pas, je sais pas faire. Parce que ça, c'est des choses qu'on voit pas à l'école, qu'on voit nulle part. Quand on a personne de la famille qui est entrepreneur, qui a déjà fait une entreprise, etc., c'est super flou. Moi, pour moi, pareil, c'était super flou. Je savais pas comment créer une entreprise. J'ai demandé à ma mère, elle savait pas non plus. Enfin, personne savait, etc. Donc ça, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peur, mais c'est vraiment des fausses croyances limitantes. Ça se fait vraiment très facilement. Vous pouvez passer par des personnes spécialisées, par des sites spécialisés, ça se fait vraiment très bien. Vous pouvez tout faire en ordre très facilement. Il ne faut pas avoir peur de ça. Aujourd'hui aussi, Surtout aujourd'hui, ça se fait très il bien. y a beaucoup d'accompagnement aujourd'hui. On peut trouver tout entre guillemets, tout sur Internet. C'est Je dis ça. pas tout, mais c'est vrai que créer son entreprise, aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent nous accompagner à créer la société. Même la paperasse quotidienne, aujourd'hui, il y a tout. Les assistantes virtuelles C'est ça. en ligne. On peut avoir des secrétaires également en ligne, etc. Donc, pour justement quelques centaines d'euros pour de la gestion. Le but, c'est de rester dans sa zone de génie. Nous, on est, par exemple, toi, tu es revendeur, moi, je suis loueur, etc. Voilà. Je ne suis pas administrateur, je ne suis pas secrétaire non plus. C'est ça. Même si, voilà, l'administratif, on connaît un minimum, on sait comment faire telle ou telle chose de base, mais c'est vrai qu'il y a des éléments à un moment donné, ça prend beaucoup trop de temps. L'administratif, déjà, ça prend beaucoup trop de temps, puisque on est dans un pays qui fonctionne comme ça. Donc, encore une fois, c'est très bien, je ne suis pas là pour faire le reproche, c'est très bien aussi qu'on ait pas mal de paperasse, mais il faut savoir derrière, soit déléguer si on a les moyens, surtout si on a les moyens, parce que beaucoup de solopreneurs n'ont pas malheureusement les moyens de le faire. Donc le mieux, c'est de déléguer ou justement, S'organiser et trouver une routine voilà, bien qui est organisée, etc. Moi, je sais que j'ai acheté plein de classeurs. J'ai tous mes classeurs qui sont bien triés avec les dossiers URSSAF, dossiers factures, dossiers achats, etc. Je sais que tout est bien trié. Et j'ai vu quelqu'un sur TikTok qui fait de la location de van aménagées, tu sais, pour partir en voyage, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? alors la location de van aménagée, c'est quelque chose qui est en train d'être à la mode. Ouais, C'est un peu comme, c'est une t'as mode. entendu les love rooms. Ouais, Tu sais, c'est pareil, c'est un peu à la mode. Les vannes aménagées aujourd'hui, bah, tu loues ton van pendant un mois, quelque chose comme ça. Tu vas faire le tour de la France, le tour de l'Europe. Derrière, tu as ta cuisine, tu as ton petit lit, etc. Et avec ça, tu as tout. Tu n'as pas besoin de prendre d'hôtel ni rien. Et quand tu compares finalement le prix entre la location du van et tous les hôtels les que autres tu vas frais, faire, etc. Ouais. voilà, bah, au final, tu vas sûrement être gagnant avec le van. Après, bien sûr, faut aimer l'aventure, faut aimer le risque aussi de dormir dans des endroits un peu risqués, surtout qu'on ne connaît pas voilà, Ouais. tous les endroits. Donc ça aussi, mais c'est en très forte expansion. Ouais, C'est vrai que c'est quelque qui peut se chose. faire. Et... Moi, j'aimerais Ah, bien tester ça. C'est vrai ok. que
j'aimerais bien tester ça. Bah, tu peux acheter en fait toi-même ton Un van. van qui est aménagé déjà. Soit voilà, tu l'aménages toi-même. Derrière, bien sûr, il y a des règles, il y a des choses à respecter, donc que ce soit au niveau du montage, au niveau Mhm. mécanique, et peut-être avoir, c'est vrai qu'il faut approfondir là-dessus, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau juridique, au niveau légal également, donc ça je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que c'est en train justement d'être à la mode, il y a une hype entre guillemets là-dessus, il y a même une ou deux plateformes, j'ai plus les noms, qui sont spécialisées dans la Uniquement dans location de ça. vannes aménagées. Ok. Ouais, exactement. Tu as plusieurs types de vannes. Tu as des vannes aménagées classiques. Tu as aussi la location comme des pick-up, mais avec des tentes sur le Ok. toit, là, tu sais, Ouais. que tu montes. Pour ceux qui connaissent, je n'ai pas le nom, vous le donnerez. Donc, tu sais, tu as une petite échelle, tu montes et tu as une Ouais. petite tente sur la voiture. Et également aussi, bah, maintenant, tu as beaucoup de gens aussi qui font ça. Ils aménagent leur SUV, ils enlèvent les sièges, et ils font, tu sais, en mode des petits matelas, etc. Moi, Ouais. c'est ça à titre perso. Mais sur les vannes, ça se loue très, très bien. Mhm. Et une Et- petite idée de business pour ceux qui veulent. Du coup, vous pouvez acheter des vannes, les aménager et les revendre beaucoup plus cher que ce que vous l'avez aménagé pour les personnes qui font de la location. C'est ça, Il y a du business partout. ça se vend, je crois, ça se vend une Ça bonne se vend bien, enfin quinzaine, ça se vend cher, hein. vingtaine de milliers d'euros, ouais, à peu Bon, près. après, ça se vend pas aussi facilement que des petites citadines que tu vas vendre tous les jours, mais je pense qu'il y a une clientèle, Et qu'il faut viser la clientèle. Ouais, c'est plus une clientèle plus une clientèle. d'aventuriers, Ouais. voilà. Donc ça C'est encore remplace autre un peu chose. le camping-car. Ouais. Ça remplace le camping-car qui est beaucoup plus cher si on parle d'un Ah oui, camping-car un récent. camping-car, ouais. Donc Beaucoup plus voyant. Après, c'est pas le même concept aussi, dormir dans un camping-car et dormir dans un van aménagé, ça n'a pas trop la même sensation. c'est vrai. Ça Ouais, fait un peu ouais. plus aventurier de dormir dans son camion, mais Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est pour ceux qui veulent avoir une idée, ça se loue très très bien. tu clapes de conclusion. Mais en conclusion, l'automobile, très très beau monde, un monde que j'apprécie énormément. C'est dans l'automobile, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a pour tout le monde, également ceux qui ont aujourd'hui pas de revenus, qui ne peuvent pas se lancer dans le monde automobile, mais justement qui ont pas cette passion, mais qui ont quelque chose en lien avec l'automobile. Bah, il y a plusieurs business. Au début, ça peut être commencé par du business de nettoyage auto. Ouais. Beaucoup le font aujourd'hui, c'est très bien, donc il y a la concurrence, mais très peu de personnes, justement, tiennent dans ce business-là. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de prospection. Le matériel, bon, c'est très bien, mais ça demande beaucoup de prospection également. Et ça, c'est une des bêtes noires de De tout le monde, hein. beaucoup de monde, Mhm. c'est la prospection. J'ai un pote à moi, très très proche, qui fait du nettoyage auto, nettoyage de bureau, nettoyage de... Lui, il va vraiment dans les trucs les plus sales. Ok. Il prend entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Et ouais, c'est des business qui peuvent bien marcher. Et en plus, tu as très peu de charges au début. Tu C'est achètes ton ça. matériel et une fois que tu es équipé, c'est parti, tout roule, hein. Un très bon matériel, ça va te coûter 1 000 euros. Allez, Ouais. je parle de qualité. C'est ça, hein. Il y a du low cost, type 500, 600 euros, mais il faudra renouveler ce matériel-là quelques mois après. Mhm. Mais 1 000 euros, tu peux avoir déjà un très bon matériel pour un investissement. Après, certes, c'est vrai que ça demande d'aller chez des gens parfois, donc ça demande des trajets, de l'essence, etc. Et du temps, pareil, hein. Toujours pareil, de toute façon. Bah là, de toute façon, dans tous les cas, quand on fait un business, bah en fait, on échange notre temps contre Comme de l'argent. c'est ça. Même pour celui qui fait du business digital en ligne depuis chez lui, où on vante tu as juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion, on échange notre temps contre Il de a quand même l'argent. travaillé, ouais. Par contre, il faut savoir justement à qui on échange ce temps-là. Est-ce que c'est un patron pendant 40-45 ans? Bien sûr, rien ne nous exclut que demain, on retourne dans le salariat. Ou justement, on va faire ce sacrifice-là pour justement s'autodiscipliner. C'est nous-mêmes le patron, on échange notre temps pour nous. Et d'ailleurs, si on a une famille, etc. Tu vois. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc, dans ce monde-là de l'automobile, il y a de tout pour tout le monde. Il y a le business nettoyage, comme j'ai dit, Ouais. la location de voitures entre particuliers, l'achat-revente. Donc là, Mais on n'a aussi tout ce pas... tout ce qui est mécanique, carrosserie, entretien. Bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de gens font ça, que ce soit au black ou même qui se lancent en tant que société. Il y a de tout. Il y a une demande aujourd'hui dans l'automobile et c'est un monde qui ne disparaîtra pas. Surtout, et c'est la conclusion aussi que je voulais aborder avec toi, c'était aujourd'hui petit à petit la disparition des voitures thermiques pour les voitures électriques. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, pour te dire, je vis au jour le jour. J'essaie de pas trop regarder ce qui se passe dans les informations, qu'on nous dit, ouais, 2035, les voitures thermiques, c'est fini, il y aura que l'électrique, etc. Moi, j'essaie vraiment de vivre au jour le jour.
Je sais que moi, de base, je suis passionné de véhicules, hein, je suis passionné de voitures. Je pense un peu comme toi. Ouais. Donc moi, les véhicules électriques, ça me fait pas forcément vibrer. Je sais qu'un jour, on y passera, mais c'est pas grave, on s'adaptera. Par exemple, dans 20 ans, si je suis toujours dans l'automobile, si je dois faire de l'achat-revente avec des véhicules électriques et que ça me permet de remplir ma poche, on va dire, je ferai de l'achat-revente avec des véhicules électriques, c'est comme ça. Mais je pense que dans tous les cas, les véhicules thermiques vont pas disparaître d'ici 10, 15, 20 ans. Il y en aura quand même toujours sur les routes, etc. Peut-être que dans certains endroits, par exemple dans les villes ou quoi, ça va être interdit. Peut-être en France, ça va être interdit, etc. Mais je ne sais pas encore. C'est l'avenir nous dira. Moi, je pense qu'en tout cas, dans les 5, 10 prochaines années, on est plutôt tranquille sur l'achat-revente en termes de véhicules thermiques. En tout cas, je parle pour les professionnels. Mais après, pour le reste, je ne saurais pas te dire. T'en penses quoi, toi? Bah, j'allais dire pareil que toi. J'allais dire que il faut pas qu'on voit trop loin. Ouais. C'est vrai qu'on est en 2024 déjà. Si on compare avec 2020, bah, c'est comme si ça s'est passé quelques mois, hein. Donc c'est vrai C'est vrai. que il faut vivre le jour, mais il faut quand même avoir un petit œil sur le Savoir futur. anticiper pour voir les opportunités qu'il y aura. Bah, Toutes les déjà, sons, il y aura des opportunités qui vont apparaître sur les véhicules électriques comme partout. À chaque fois, il y a des opportunités qui se créent, il y a des menaces qui se créent. Il faut aller vers les opportunités et ensuite te diriger vers ce monde-là. bah déjà, je m'adapte. Moi, déjà, dans C'est la ça. location de voiture en particulier, que ce soit moi ou que ce soit les personnes, mes apprenants que j'accompagne, Ouais. quand je leur fais acheter une voiture ou quand moi j'achète une voiture, ça va être du critère 2 maximum. Ok. Donc critère 2, critère 1 ou critère 2. L'électrique, pareil, ça fait pas vibrer, hein, les personnes que j'ai pu accompagner, ou même moi, ça me fait pas tant vibrer que ça. Mais à un moment donné, oui, on va devoir y passer. C'est On y dans le passera, c'est sûr, projet, on y voilà. passera, mais C'est dans le projet, et c'est pas que nous, hein, c'est partout. Aujourd'hui, voilà, il y a une question au niveau écologique que l'on doit tous se poser. Et même dans tous les cas, les ressources comme le pétrole, etc., sont vouées à un moment donné à disparaître. Et donc, il faut qu'on trouve des alternatives par rapport à ça. Bon, il n'y a pas que les voitures électriques. Il y a aujourd'hui voilà, d'autres inventions qui sont en train de venir avec des voitures, ce qu'on appelle, entre guillemets, décarbonisées, etc. Donc, il y aura de l'opportunité. Et même c'est sûr. les voitures électriques aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas fou au niveau des voitures électriques, que ce soit en termes d'autonomie, etc., ou en termes de mécanique, vu que on entend pas mal de voitures électriques qui brûlent à cause de batteries, défauts de fabrication, etc. Mais ça va s'améliorer. Aujourd'hui, on voit Tesla commencer. Mm. On voit également d'autres voitures qui commencent à avoir de plus en plus Qui d'autonomie. émergent de plus en plus. Les marques. Voilà. Donc, à un moment donné, je pense que ça va se faire automatiquement. Donc, déjà, on nous interdit certains critères en ville, etc., ou même pour rouler, ainsi de suite. Et à un moment donné, on va nous mettre comme des radars, je pense, pour voir est-ce qu'on a une voiture. Bah déjà, tu Comme vois les à Paris, critères, hein. tu vois à Paris déjà, Ouais. 50 km/h sur le Sur le périph'. périph'. Les SUV dans Paris, tu payes 20-30 euros l'heure dans un parking. Mm. Donc déjà, tout est fait justement pour dissuader les personnes qui ont ce genre de voiture-là de rouler avec. Non, mais c'est sûr que ça va arriver, mais dans tous les cas, je pense qu'on s'adaptera à la tendance qu'il y aura au moment. Enfin, on va s'adapter justement un petit peu avant que la tendance se fasse pour être toujours dans le marché. Mais je pense qu'on va devoir s'adapter de toute façon en fonction de ce qu'on fait. Mais notre business ne va pas s'arrêter pour autant. Il y aura toujours des personnes qui vont avoir besoin de véhicules, de louer un véhicule pour partir en vacances à gauche, à droite, aller voir de la famille. Il y a toujours des personnes qui vont avoir besoin d'acheter un véhicule, etc., qu'il soit thermique ou électrique. Au final, le fond reste le même, l'utilité reste la même. Il y a un proverbe que j'aime bien. La voiture est le troisième bras de l'homme. C'est vrai. Donc, tu vois, au final, peu importe que ce soit une voiture essence, voiture électrique, on aura C'est toujours ça. besoin Le d'une fond, voiture. est le même. Ça reste entre guillemets. Avant, il y avait les chevaux. Avant, peut-être dans certains endroits, il y avait également les chameaux, dromadaires. Aujourd'hui, on a les voitures, les motos, etc. On en a besoin. Bon, en ville, c'est vrai que Il y a des moyens de substitution. voilà, mais il y a les transports en commun, il y a les vélos, bon, les trottinettes électriques aussi, comme on voit. ouais, qui ont beaucoup. Mais la voiture, dans tous les cas, on en aura toujours besoin. C'est ça. Et même si on passe au 100% électrique, à mon avis, je pense que l'État mettra en place des aides pour justement les personnes qui ont des revenus modestes. Il y a eu, tu as entendu parler du leasing social. Ouais. Tu vois, il y a eu ça. Donc, Ils sont en train de l'enlever, c'est ça? alors, c'est pas qu'ils sont en train de l'enlever, c'est que Ou ils diminuent le nombre de personnes qui vont l'avoir? il y a les eu critères. trop de demandes. Ok. Il y a eu trop de demandes, pour donc ils acheter ont son dû prix. fermer. Donc là, ils sont en train de renouveler le truc, Ok. justement, pour l'ouvrir à beaucoup plus de personnes. Ok. Et dans tous les cas, l'État devra, comment dire ça,
l'État devrait être en première ligne justement pour pouvoir, si elle veut promouvoir la voiture électrique, elle va devoir mettre les moyens financiers derrière. Et vu qu'ils veulent faire des économies en ce moment, je pense pas que ce soit la priorité de donner de l'argent pour que les gens achètent des véhicules électriques. Bon, après, on n'est pas dans la politique, on ne sait pas trop de quoi C'est il fait vrai. demain. Moi, je préfère vivre au jour le jour. Enfin, Exact. pas au jour le jour non plus, mais au moins d'année en année. Voir, j'ai pas une vision très, très, très long terme de ce que je ferai plus tard. Donc, je préfère me concentrer sur ce qui marche aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ce que je fais le mieux, pour être au maximum de moi-même. Ouais, merci beaucoup Nico. Bah, avec plaisir, merci à toi. Merci beaucoup à tous de nous avoir regardés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux que vous trouverez juste en bas de cette vidéo-là. Et en espérant vous revoir pour un deuxième épisode, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Salut à tous. Ciao l'équipe.